Ce n'est pas la version qui a été racontée, mais la version qu'on a essayé de cacher. Cet homme est vraiment impressionnant. Il est même descendu de la montagne de son propre chef. Ainsi, les troupes romaines qui attendaient depuis longtemps se sont violemment affrontées avec l'armée rebelle de Spartacus. Cette fois, Spartacus a été complètement vaincu et près de 40 000 esclaves insurgés sont presque tous morts au combat. Parmi les montagnes de cadavres, on n'a pas retrouvé le corps de Spartacus et 6 000 prisonniers ont été condamnés à la peine capitale. Ils ont été crucifiés, privés de nourriture et d'eau, attendant la mort dans d'atroces souffrances. Selon les ordres de Crassus, ces croix étaient alignées de chaque côté de la Via Appia, de Capoue jusqu'à Rome. Il a fallu 6 mois à Crassus pour finalement réprimer le soulèvement des esclaves de Spartacus. 2 mois plus tard, Pompée revint d'Espagne en triomphateur. De son vivant, afin d'éviter l'émergence d'un autre dictateur militaire comme lui, Sylla avait établi une règle. Une fois la mission militaire terminée, le commandant devait dissoudre ses légions. Mais ni Pompée ni Crassus ne dissoudirent leurs légions. Au contraire, ils les amenèrent camper aux portes de Rome. Pompée exigea du Sénat qu'il attribue des terres à ses soldats ayant combattu en Espagne, qu'on lui organise un triomphe et qu'on l'élise consul pour l'année suivante, c'est-à-dire 77 JC. Il mit complètement de côté toutes les règles établies auparavant par Sylla. Selon le système instauré par Sylla après ses réformes, pour pouvoir se présenter au consulat, il fallait avoir exercé pendant 1 an la fonction de questeur, avoir siégé 8 ans au Sénat, avoir été prêteur pendant 1 an, puis avoir servi 2 ans comme gouverneur de province, et seulement alors, on était éligible au poste de consul. En suivant ce calendrier de mandat, en partant du principe qu'on ne pouvait entrer au Sénat qu'à 30 ans, on atteignait déjà 42 ans au moment de briguer le consulat. Il faut savoir qu'en 71 avant JC, Pompée n'avait que 35 ans, et il n'était même pas encore sénateur, mais il voulait directement devenir consul. Pompée estimait que sa propre puissance justifiait tout cela, alors il voulait absolument devenir consul. Quant à Crassus, il avait déjà 43 ans à ce moment-là, et il était déjà prêteur, donc il désirait ardemment devenir consul. Ainsi, Crassus et Pompée ont joyeusement conclu une alliance. Crassus aidait Pompée à tisser des liens au Sénat, tandis que Pompée aidait Crassus à récolter des voix dans l'armée. C'est ainsi que tous deux devinrent consuls de Rome pour l'année 70 avant JC. Le système établi par Sylla a été détruit de la main même de ses successeurs. Ce résultat n'est pas dû au non-respect des règles par les générations suivantes, mais au fait que Rome était déjà devenue une puissance mondiale et que les institutions d'une cité-État n'étaient plus adaptées. Pour devenir un véritable empire romain, il fallait que quelqu'un se lève pour briser ces anciennes contraintes, puis établir de nouvelles règles. Et Pompée et Crassus furent précisément les exécutants de la rupture avec l'ancien système. Pourquoi les pays européens détestaient-ils généralement les juifs? Parmi les raisons, le conflit religieux est l'une des principales. Le christianisme considère que le judaïsme ne devrait même pas exister, tandis que les juifs ne reconnaissent pas Jésus comme le Messie. En réalité, bien avant la naissance de Jésus, la Rome antique avait déjà des différends avec les Juifs. La raison en est que Pompée, l'un des 3 grands de la Rome antique, s'est emparé de la ville sainte des Juifs, Jérusalem. Pompée était un homme sans grande ambition. Tout ce qu'il faisait, c'était pour se mettre en avant, et non pour l'avenir de Rome. En 70 avant JC, Pompée et Crassus furent élus consuls, et dès leur prise de fonction, ils proposèrent 2 lois qui plongèrent le Sénat dans le désespoir. Premièrement, il s'agissait de rétablir les pouvoirs des tribuns de la plèbe, qui était l'arme la plus efficace des plébéiens contre le Sénat. Deuxièmement, il s'agissait de modifier la composition des jurys. Sous Sylla, tous les membres du jury étaient issus du Sénat, mais désormais, grâce à Pompée et Crassus, le jury serait composé pour un tiers de sénateurs, un tiers de chevaliers et un tiers de plébéiens. Cicéron, par exemple, s'est fait un nom grâce à la réforme du système des jurys. À cette époque, le peuple de Sicile a poursuivi son gouverneur provincial devant le tribunal romain. L'avocat de la partie plaignante n'était autre que Cicéron, alors âgé de 36 ans, tandis que la défense était assurée par l'avocat de l'époque. Son avocat était Hortensius, le plus célèbre avocat de Rome à l'époque, et le gouverneur de la province accusée bénéficiait également du soutien de nombreuses familles, nobles et influents. Un procès de ce genre, dans le passé, n'aurait jamais pu être gagné par Cicéron, même avec toute son éloquence. Cependant, Cicéron a remporté ce procès, et c'est ainsi qu'il a entamé sa carrière politique. César avait lui aussi envisagé de se faire un nom en tant qu'avocat, mais malheureusement, il n'a jamais remporté un seul procès. À l'issue de son année de mandat comme consul, Pompée aurait dû partir dans une province pour y exercer la fonction de gouverneur, mais il a refusé d'accepter ce poste. Il voulait partir à la guerre, devenir un général triomphant et recevoir l'admiration de tous. Or, à ce moment-là, la seule région où Rome menait des guerres était l'Orient. Le roi du Pont, Mithridate, en Asie mineure, avait déjà été vaincu une fois par Sylla. Mais des années plus tard, voyant que Rome était secouée par la révolte de Sertorius, puis par celle des esclaves de Spartacus, Mithridate profita du chaos pour envahir à nouveau les provinces romaines d'Asie mineure. C'est ainsi que la deuxième guerre contre Mithridate éclata. Au moment où la guerre éclata, Pompée était en Espagne pour réprimer Sertorius, si bien que Lucullus, ancien lieutenant de Sylla, prit les opérations militaires en Orient. Bien que Lucullus remporta plusieurs victoires, il mena son armée sans éliminer Mithridate. Il faut savoir qu'avant cela, le seul Européen à avoir mené une armée jusque-là était Alexandre le Grand.
Après avoir terminé son mandat de consul, Pompée n'avait plus rien à faire et espérait pouvoir remplacer Lucullus. Mais avant même que Lucullus ne soit vaincu, Pompée se vit offrir une nouvelle occasion de briller, la menace croissante des pirates. Ces pirates pillaient les marchandises, au point que le blé importé à Rome ne suffisait plus à nourrir la population, et ils obtenaient aussi des rançons en pratiquant des enlèvements. César lui-même avait été enlevé une fois par ces pirates, et le Moyen-Orient continuait d'alimenter leurs rangs en nouveaux membres. À cette époque, de l'Asie mineure à la Syrie et à la Palestine, les conflits étaient incessants, et ceux qui perdirent la guerre rejoignaient les pirates. Ces pirates étaient devenus si audacieux qu'ils attaquaient les ports italiens, puis allaient jusqu'à l'Appienne pour commettre des vols. En 67 avant JC, un tribun du peuple romain proposa un projet pour éradiquer les pirates. Mais il était évident que Pompée était le véritable instigateur de cette initiative. La proposition exigeait la formation de 20 légions, l'équipement de 500 navires de guerre et un budget de 144 millions d'as, soit les 2/3 du budget annuel de Rome à l'époque. De plus, la proposition stipulait clairement que Pompée serait élu commandant en chef et qu'il recevrait le commandement pour une durée de 3 ans. Au Sénat, seuls 2 hommes soutinrent cette proposition, César et Cicéron. Tous les autres s'y opposèrent fermement. Cependant, l'Assemblée du peuple adopta la proposition à une écrasante majorité. Pompée, c'est Pompée. Il divisa la Méditerranée en 13 zones d'opération, traquant les pirates comme dans un vaste filet. Les repères de pirates tombaient les uns après les autres aux mains de l'armée romaine, et il ne fallut que 89 jours pour instaurer la paix sur l'ensemble de la Méditerranée. Le commandement confié à Pompée était censé durer 3 ans, mais en moins de 3 mois, il avait déjà accompli sa mission. Selon les règles, il aurait dû rendre son commandement, dissoudre ses légions, puis retourner à Rome pour recevoir les honneurs du triomphe. Mais il ne fit rien de tout cela. Au lieu de cela, il ordonna à un tribun de la plèbe de soumettre à nouveau une proposition à l'Assemblée du peuple, visant à démettre Lucullus de son commandement sur le front du Moyen-Orient pour que Pompée lui succède. Cette proposition rencontra une nouvelle fois l'opposition du Sénat. Mais il ne fait aucun doute que l'Assemblée du peuple adopta à nouveau cette proposition, car la renommée de Pompée était tout simplement trop grande, et tous les citoyens le soutenaient. En 66 avant JC, à l'âge de 40 ans, Pompée prit comme il le souhaitait la direction des opérations en Orient. Un épisode connu dans l'histoire sous le nom de Troisième guerre de Mithridate. Pompée, c'est Pompée. Après avoir pris en main la guerre au Moyen-Orient, il mena de front les opérations militaires et diplomatiques, remportant une victoire totale dans ce conflit. Non seulement Pompée força Mithridate au suicide, mais il mena également ses légions jusqu'en Syrie. Pompée ne s'est pas contenté de pousser Mithridate au suicide. Il a également mené ses légions en Syrie, faisant disparaître définitivement la dynastie séleucide, une coquille vide de l'histoire. De l'héritage laissé par Alexandre, il ne restait désormais plus que la dynastie ptolémaïque d'Égypte. Le roi de Syrie fut contraint d'abdiquer et le territoire devint dès lors une province romaine. À Damas, Pompée a réorganisé l'ordre du Moyen-Orient, et de nombreux juifs sont venus lui rendre visite pendant cette période. Les juifs étaient souvent en proie à des guerres civiles, et Pompée leur conseilla d'abandonner le modèle de gouvernement théocratique. La théocratie consiste à confier le contrôle de l'État aux chefs religieux. Mais cette suggestion a rencontré une forte opposition de la part des juifs pieux, si bien que Pompée mena son armée à la conquête de la ville sainte des juifs, Jérusalem. Après avoir pris Jérusalem, Pompée entra seul dans le temple juif. Il pensait que le temple juif était semblable au temple romain, où l'on pouvait pénétrer dans les parties les plus profondes pour prier. En pénétrant plus profondément, il découvrit que ce lieu n'était pas comme les temples grecs ou romains, où l'on trouvait des statues de dieux. Au cœur du temple juif, il n'y avait absolument rien. Ce que Pompée ignorait, c'est que le sanctuaire situé au fond du temple juif n'était accessible qu'une seule fois par an, et uniquement par le grand prêtre. Aux yeux des juifs, l'acte de Pompée était un sacrilège. C'est ainsi que se produisit le premier choc culturel entre romains et juifs. Dès lors, Jérusalem devint également une semi-province romaine, administrée par le gouverneur de Syrie. Nous sommes alors en 63 avant JC. Cette expédition de Pompée plaça 12 millions de personnes sous la domination romaine, tout en doublant les réserves du trésor romain par rapport à auparavant. Rien que les butins remis par Pompée lui-même s'élevaient à 200 millions d'as. Pompée, c'est comme une petite vache qui sert de marchepied à une énorme bête. C'est incroyable. Mais ce n'était qu'une étape temporaire, car l'ère de César, plus impressionnante que celle de Pompée, allait commencer. Il y a plus de 2000 ans, dans la Rome antique, la compétition autour de l'éducation était poussée à l'extrême. Choquante. Les familles aisées engagèrent des Grecs comme précepteurs, et parmi eux, les enseignants athéniens étaient les plus chers. Venaient ensuite les Grecs ayant terminé leurs études sur la côte ouest de l'Asie mineure, à Rhodes ou en Égypte, car ces régions étaient les berceaux de la culture grecque. Les familles capables d'employer durablement des Grecs comme précepteurs étaient extrêmement rares. Mais il existait aussi des familles fortunées, comme celle de Crassus, qui pour afficher leur richesse, engageaient simultanément plusieurs Grecs comme précepteurs. Quant à notre protagoniste, Caius Julius César, sa famille ne pouvait se permettre d'engager qu'un Gaulois diplômé de l'université d'Alexandrie en Égypte comme précepteur. César est né le 13 juillet 100 avant JC. À sa naissance, il n'y eut ni éclair, ni tonnerre, ni prodige céleste, ce qui semble peu en accord avec le statut d'empereur César représenté par le roi de carreau dans les jeux de cartes. César avait aussi une sœur aînée, puis une sœur cadette, ce qui faisait de lui le deuxième enfant de la famille. Bien que César soit issu d'une famille noble et prestigieuse, celle-ci était en réalité plus pauvre que les autres familles de l'époque. En effet, depuis que Rome était entrée dans l'ère de la République, la famille des Julie n'était plus très active, ce qui lui laissait peu d'occasions de s'enrichir.
C'est à la deuxième guerre punique qu'un général s'est illustré par ses exploits militaires. Ayant vaincu un général carthaginois, on l'a surnommé César. Dans le contexte carthaginois, César signifiait éléphant au sens figuré. Par la suite, le surnom de César est devenu le nom de la famille des Julii. Même si la famille César était pauvre, leur emplacement géographique était défavorable. Le Forum romain était le cœur de la Rome antique. De ce centre s'étendaient 7 collines, connues comme les célèbres 7 collines de Rome. Le climat de Rome est doux en hiver et chaud en été. Pendant les étés torrides, vivre sur les collines est très agréable et frais. C'est pourquoi ces hauteurs sont devenues des quartiers riches, tandis que les zones basses, entre les collines, au pied des pentes, sont devenues des quartiers pauvres. La maison des Césars se trouvait justement dans un quartier pauvre, appelé Subura. Bien qu'aujourd'hui la Subura ait été rebaptisée via Cavour, ce quartier n'est toujours pas aisé et reste une zone défavorisée. Le jeune homme, quartier résidentiel. Jeune, César étudiait chaque matin les lettres avec un professeur gaulois, puis l'après-midi, il allait s'entraîner au stade. Ce type d'emploi du temps plairait sans aucun doute aux élèves d'aujourd'hui. Les lettres consistaient à étudier les œuvres léguées par les anciens, comme les textes d'Homère, de Thucydide, de Platon ou de l'ancien Caton, qui servaient de manuels scolaires. Les cahiers utilisés par les élèves étaient des tablettes de bois enduites de cire, et les outils d'écriture étaient un stylet en fer ou en ivoire, car le papyrus et le parchemin étaient très coûteux. Le sport dans lequel César excellait le plus était l'équitation. À une époque où il n'existait pas d'étrier, il fallait s'entraîner dès l'enfance pour devenir un bon cavalier. Lorsque César avait 9 ans, c'est-à-dire en 91 avant JEC, la guerre sociale éclata à Rome. Mais pour les Romains, habitués à la fréquence des guerres, cela était devenu une routine. Même lorsque Hannibal a envahi l'Italie et que Rome a traversé une crise nationale sans précédent, les cérémonies religieuses et autres festivités se sont poursuivies normalement. Ainsi, la guerre sociale n'a pas perturbé la vie quotidienne de César. D'autant plus que le conflit n'a duré que 2 ans avant que les deux camps ne se réconcilient. Sur ce point, les Grecs étaient très différents. Si cela avait été les Grecs, puisque les deux camps s'étaient déjà affrontés violemment, ils n'auraient jamais arrêté avant d'avoir complètement anéanti l'adversaire. Les Romains, en revanche, ne cherchaient pas forcément à obtenir une victoire décisive, mais préféraient choisir une voie de coexistence. Après la guerre sociale, ce fut la lutte entre Marius et Sylla. Marius était l'oncle maternel de César. À 13 ans, César a vu de ses propres yeux son oncle tuer 2 de ses oncles paternels, ce qui a eu un impact considérable sur lui. Lorsque César a eu 16 ans, son père est décédé. Comme ce dernier n'avait guère de renommée, sa mort est passée totalement inaperçue aux yeux du monde. Les Romains appréciaient beaucoup les femmes remariées ayant déjà eu des enfants, mais la mère de César ne songea jamais à se remarier et se consacra entièrement à l'éducation de son fils. César s'est marié très jeune, avant même d'avoir 17 ans, car son beau-père, Cinna, y était contraint par des circonstances particulières. À l'époque, Cinna, pour consolider sa propre position, s'empressa de marier sa fille à César, qui n'était alors qu'un adolescent. En effet, les deux oncles de César occupaient une position élevée au Sénat, mais ils avaient été tués par Marius, le chef du parti populaire, auquel César appartenait également. Ainsi, en mariant sa fille à César, Cinna pouvait à la fois s'attirer les faveurs d'un groupe du Sénat et renforcer la sympathie du peuple à son égard. C'était donc une stratégie doublement avantageuse. Le premier mariage de César était une alliance politique. Avant cela, son père avait arrangé des fiançailles pour lui. La fiancée venait de l'ordre équestre, dont le statut social était inférieur à celui de la famille de César. Mais elle appartenait à l'une des familles les plus riches de Rome. Mais la mère de César, pour s'allier à la famille de Cinna, a renoncé à cette opportunité de s'enrichir et a choisi de placer son fils du côté du parti populaire. À peine César marié, il n'eut pas le temps de profiter de son bonheur. Un malheur s'abattit sur lui, car son beau-père Cinna mourut subitement. Et Sulla, l'ennemi du parti populaire, revint à Rome à la tête de ses troupes. Sulla était déterminé à anéantir le pouvoir du parti populaire établi par Marius et Cinna. Si bien que César, à la fois neveu de Marius et gendre de Cinna, devint également une cible à éliminer pour Sulla. Finalement, sous la pression de nombreux intervenants, Sulla accepta d'épargner César, mais à une condition, que César divorce de la fille de Cinna. Mais César eut le courage de refuser, ce qui mit Sulla dans une colère noire. Ainsi, à 19 ans, César dut prendre la fuite. Quant à la raison pour laquelle César a refusé, certains chercheurs pensent qu'il nourrissait déjà à l'époque l'ambition de devenir le chef du parti populaire. D'autres chercheurs pensent que César ne pouvait tout simplement pas se résoudre à abandonner sa femme, alors enceinte. Quoi qu'il en soit, la vie d'exil était trop ennuyeuse pour César, si bien que chercher des amantes devint l'un de ses passe-temps favoris. Le célèbre stratège romain Caius Julius César avait une particularité, assez similaire à celle de Cao Cao, le patron chinois. Il aimait se lier d'amitié avec des femmes mariées. Les potins sur les amantes de César sont tout simplement captivants. Dessiner une histoire, c'est comme écrire un roman érotique de 100 000 mots en version abrégée. Mais il existe une rumeur encore plus sulfureuse. On raconte que César aurait eu une liaison avec un homme, et pas n'importe lequel, mais un roi en personne. En 81 avant JPC, pour échapper à la persécution de Sylla, César s'est enfui en Asie. À ce moment-là, César n'avait que 19 ans, tandis que Sylla en avait déjà 57. César prit alors la ferme décision de tenter sa chance. Sa résolution était de survivre à Sylla, de le voir mourir à force de patience. Après tout, la jeunesse est un atout. Tant qu'il restait à l'étranger, Sylla ne pouvait rien contre lui. Les jours d'exil étaient particulièrement ennuyeux. César se réfugia auprès de Minucius, le gouverneur de la province sur la côte ouest de l'Asie mineure. Bien que César ait fui pour échapper au danger, il n'hésita pas à donner son vrai nom et demanda à rejoindre la Légion.
Le gouverneur était un homme d'une grande ouverture d'esprit. Au lieu de livrer César à Sylla pour s'attirer ses faveurs, il le nomma simple conseiller. Tout fils de sénateur avait le droit d'intégrer l'état-major de l'armée romaine, et César, de surcroît, était issu de la noblesse. C'est précisément cette période de service militaire qui valut à César un scandale qui le poursuivra toute sa vie. À l'époque, le gouverneur voulait donner une leçon à l'île de Lesbos, qui défiait la suprématie de Rome. Il avait élaboré un plan parfait pour une opération combinée terrestre et navale, et souhaitait donc que le royaume allié de Bithynie envoie des navires en renfort. Ce qu'on appelait les pays alliés n'étaient en réalité que des vassaux de Rome. Rome avait le devoir de les protéger, mais quand le grand frère avait des ennuis, les petits frères devaient aussi prêter main forte. Par conséquent, demander des navires de guerre à la Bithynie n'était pas une mission difficile. Le gouverneur envoya César, alors âgé de 19 ans, comme émissaire. Mais César, loin de répondre aux attentes, se couvrit de honte dans cette mission. Après son arrivée en Bithynie, il fut irrésistiblement attiré par la vie rustique et rigide de l'Orient. César n'avait jamais vu le luxe des souverains orientaux. Il passait ses journées à fréquenter les favoris du roi, et des rumeurs circulait même sur une histoire entre lui et le roi, qui mesurait 7 pieds de haut. Les Romains étaient différents des Grecs. Pour les Grecs, l'amour véritable était entre hommes, tandis que les Romains désapprouvaient les relations entre amis du même sexe. Ainsi, ce scandale accompagna César toute sa vie. On ne saura jamais si la rumeur était vraie ou non, mais connaissant le caractère de César, c'était tout à fait possible. Après avoir pleinement profité de l'affection du roi, César finit par revenir auprès du gouverneur qui l'attendait impatiemment au point d'en avoir le cou aussi long qu'une girafe, accompagné de sa flotte. La bataille de siège et de défense de l'île de Lesbos fut le tout premier combat auquel César participa dans sa vie. On ne sait pas combien d'ennemis César a tués, mais ce qui est certain, c'est qu'il ne s'est pas contenté de rester à l'abri dans l'état-major, car il a reçu la couronne civique, une distinction faite de branches de chêne tressées. Dans les légions romaines, c'était considéré comme le deuxième plus grand honneur, réservé uniquement aux soldats qui risquaient leur vie pour sauver un camarade. Après la bataille de Lesbos, César se lassa rapidement de son travail administratif et demanda donc à être muté. À 22 ans, César fut affecté sur la côte sud de l'Asie mineure, dans la région de la Cilicie, où les pirates faisaient rage. Mais avant même que César n'ait eu l'occasion d'affronter les pirates, il apprit la nouvelle de la mort de Sylla. César ne s'attendait pas à survivre à Sylla aussi vite, et il considérait que c'était grâce à ses propres efforts. Il rentra donc à Rome en toute hâte, comme si le feu lui brûlait les fesses. Mais une fois de retour, que pouvait-il bien faire ? À cette époque, ceux que les Romains admiraient étaient Crassus et Pompée. Les seuls à se soucier du retour de César étaient sa mère Aurélia, sa femme Cornelia et sa fille Julia, qu'il n'avait jamais vue depuis sa naissance. Sa mère avait choisi pour César de se ranger du côté des populares, mais à présent, ce parti avait été complètement éradiqué par Sylla, alors c'est... Ainsi, lorsque César est revenu à Rome, il n'a rien accompli de particulier. Il a donc consacré son énergie à se lier d'amitié avec les épouses des autres, tout en ouvrant un cabinet d'avocats pour faire diversion. César a accepté quelques affaires, mais il les a toutes perdues. Dans la Rome antique comme dans la Grèce antique, l'art oratoire était très valorisé, ce que nous appelons aujourd'hui l'éloquence. En Chine, les lettrés confucéens pouvaient, grâce à leur éloquence, surpasser des milliers de soldats. Dans la Rome antique, bien que l'art oratoire ne permette pas de vaincre des armées, il permettait néanmoins de gagner le soutien d'un large électorat. Cicéron, qui vivait à la même époque, s'est fait un nom en défendant des gens comme avocat, mais César n'avait pas ce talent. Son cabinet d'avocats a donc rapidement mis la clé sous la porte. Plus triste encore, non seulement César n'a pas gagné ses procès, mais il s'est en plus attiré l'inimitié des puissants de Rome. Cela rappelle à beaucoup que César était autrefois un fugitif recherché par Sylla de son vivant. César s'est rendu compte qu'il était de nouveau pris au piège par le camp de Sylla, et il a donc décidé de repartir à l'étranger pour se faire oublier un temps. Cette fois, César prévoyait d'aller à Rhodes pour poursuivre ses études universitaires. À ce moment-là, César avait déjà 24 ans, mais il gardait un bon état d'esprit et ne se souciait pas de se comparer aux autres ambitieux de son époque. Il faut savoir que Pompée n'était plus âgé que de 6 ans que César, mais à 23 ans, il commandait déjà 3 légions romaines, et à 25 ans, il avait déjà célébré le triomphe, la plus haute distinction de Rome. Au moment où César partait à l'université, Pompée, âgé de 30 ans, venait d'être nommé commandant en chef et menait fièrement une expédition en Espagne, à la tête de 4 légions romaines. Heureusement, César était un naturel optimiste. Comme le dit le proverbe, les optimistes n'ont jamais vraiment de malchance. C'est ainsi que, sur le chemin de ses études, César fut capturé par les pirates. Comme on dit, les héros naissent souvent jeunes. Alexandre, à 21 ans, avait déjà commencé à conquérir l'Asie. Pompée, à 23 ans, était déjà commandant en chef de 3 légions romaines, tandis que César, à 24 ans, commençait seulement l'université.
De toute évidence, le proverbe « les héros naissent souvent jeunes » ne s'applique pas à César. On pourrait plutôt le qualifier de malchanceux, dépensier et de génie tardif. César est allé étudier à Rhodes, mais à cette époque, les pirates faisaient rage dans les environs de l'île. Et comme on pouvait s'y attendre, ou plutôt contre toute attente, César et son groupe furent capturés par des pirates. Ces pirates affichèrent clairement leurs tarifs. La rançon de César était fixée à 20 talents. Cet endroit faisait partie de la sphère économique grecque, et le talent était également la monnaie courante en Grèce. 20 talents équivalaient à 300 000 deniers, la monnaie courante à Rome, soit le revenu annuel total de 4 300 soldats. En entendant ce montant, César se sentit insulté et demanda de lui-même à ce que la rançon soit portée à 50 talents. Puis il envoya ses serviteurs réunir l'argent. Mais pourquoi César a-t-il agi ainsi? Chers spectateurs, n'hésitez pas à partager vos avis sur la question. On raconte que cet épisode apparaît pour la première fois dans l'ouvrage Histoire de Rome, de l'historien romain Tite Live, basé sur des lettres que César avait écrites à ses amis. Pendant les jours où il attendait la rançon, César s'entendait très bien avec les pirates, et ils participaient ensemble à diverses activités récréatives. César invitait même les pirates à écouter les poèmes qu'il avait écrits lui-même. Si quelqu'un n'écoutait pas attentivement, il se faisait réprimander par César. Lorsque César était de mauvaise humeur, il menaçait même les pirates en leur disant qu'il finirait par leur trancher la tête. Mais les pirates, dans l'espoir d'obtenir les 50 talents, pensaient simplement que César plaisantait. Comme il se trouvait à l'étranger et que son distributeur automatique, Crassus, n'était pas à ses côtés, ses assistants mirent 38 jours entiers à emprunter les 50 talents à un taux d'intérêt élevé. En réalité, cette somme d'argent pour César, cette somme d'argent n'était qu'une goutte d'eau dans l'océan face aux emprunts de César. Bien sûr, César ne s'inquiétait pas non plus que les serviteurs envoyés s'enfuient, car dans la Rome antique, on faisait en sorte que les enfants des esclaves étudient avec les siens, et plus la famille était distinguée, plus elle agissait ainsi. En effet, pour des hommes issus de grandes familles comme César, il était inévitable d'occuper des fonctions publiques à l'âge adulte, ce qui nécessitait un secrétaire compétent et digne de confiance. Or, les esclaves qui avaient grandi avec le jeune maître, partageant joies et peines, étaient les plus adaptés à ce rôle. À peine libéré, César se rendit dans la ville voisine de Milet. Il emprunta des navires, rassembla des hommes et mena une expédition militaire contre les pirates. Au final, tous ces pirates furent capturés. César récupéra non seulement ses 50 talents, mais s'empara également d'innombrables trésors appartenant aux pirates. César fit alors rapport de l'affaire au gouverneur de la province d'Asie mineure, mais ce dernier ne s'intéressait qu'aux trésors saisis par César. Quant au sort des pirates, le gouverneur déclara que c'était le droit du vainqueur de décider. C'est ainsi que César, sans la moindre hésitation, fit pendre tous ses pirates. Les pirates réalisèrent enfin que lorsque César avait dit qu'il leur trancherait la tête tôt ou tard, il ne plaisantait pas. Ce n'est que plus tard, grâce à l'intervention de Pompée, que le problème des pirates en Méditerranée fut définitivement résolu. Après avoir survécu à l'épisode des pirates, César put enfin commencer sa vie d'étudiant à Rhodes. Parce que Rhodes se trouvait sur une route maritime importante, l'île a toujours été prospère, que ce soit à l'époque grecque ou romaine. Cicéron, qui s'opposait toujours à César, a également étudié ici. Plus tard, Brutus, qui assassina César, a lui aussi étudié ici. Mais César était différent d'eux. Il n'est pas venu ici pour se consacrer aux études, mais pour se faire oublier un temps. Pendant son séjour à Rhodes, César a passé plus de temps à profiter des coutumes locales et de l'ambiance de l'île. Parmi les trésors du musée du Vatican, la statue du Laocoon est justement un chef-d'œuvre légué par Rhodes à cette époque. Au passage, révisons un peu de géographie. Le Vatican est situé sur les hauteurs du coin nord-ouest de la ville de Rome, en Italie. C'est le plus petit pays du monde, avec une superficie de seulement 0,44 km². Pendant son séjour à Rhodes, César devait aussi, de temps en temps, préserver la paix dans le monde. À cette époque, le roi du Pont, Mithridate VI, était déjà mort, et une rébellion menée par Sertorius avait éclaté en Espagne. Profitant de la situation, certains envahirent à nouveau les provinces romaines, provoquant ainsi des troubles fréquents en Asie mineure. C'est alors que César organisait des troupes pour aller rétablir la paix. Bien sûr, les actions de César étaient entièrement personnelles. Après avoir rétabli la paix, il devait retourner à Rhodes. En 64 avec JC, César n'avait plus besoin de rester discrètement à Rhodes, car son oncle Aurelius Cotta fut nommé gouverneur de la province de Bithynie. Si vous vous souvenez du dernier épisode, à 19 ans, César avait été envoyé comme émissaire en Bithynie pour demander du soutien, ce qui avait donné lieu à un scandale avec le roi. Aujourd'hui, les temps ont changé. Le roi de Bithynie est déjà décédé, et, sur son lit de mort, il a confié son royaume à Rome. Ainsi, la région est désormais devenue une province romaine. Mais la chance n'était vraiment pas du côté de César. Lui qui espérait profiter de l'influence de son oncle, voilà que ce dernier, à peine nommé, fut vaincu par le roi local. Pire encore, son oncle est malheureusement mort de maladie alors qu'il fuyait. Le successeur de son oncle au poste de gouverneur fut Lucullus, un subordonné de Sylla, qui fut plus tard évincé par Pompée. César était justement parti étudier à l'étranger pour échapper au camp de Sylla. Il ne pouvait donc absolument pas envisager un avenir sous les ordres de Lucullus. Alors que César ne savait plus où aller ni que faire, il reçut une convocation urgente de Rome, lui demandant de rentrer pour succéder à son oncle Aurelius Cotta, décédé. Abonnez-vous à Animistica pour ne rien manquer. Likez, partagez et rejoignez-moi tout de suite pour un nouveau voyage dans l'histoire.